Très contente d'être là et de vous parler effectivement d'une expérimentation que nous menons au Bangladesh dans l'eau, pour apporter de l'eau aux populations les plus défavorisées dans un village reculé à 100 km de Dhaka. Donc c'est une expérimentation de social business avec le professeur Mohamed Yunus, qui est l'inventeur du microcrédit et qui est également le prix Nobel de la paix de 2006. Alors, je vais trop vite. Nous avons signé avec le professeur Yunus en 2008 une joint venture, et c'est de ça que je vais vous parler, pour donc apporter de l'eau à un village à 100 km de la capitale Dhaka. Il s'agit donc d'un pays, le Bangladesh, où l'eau est naturellement polluées, les nappes phréatiques sont naturellement polluées à l'arsenic et environ 30 à je sais plus, 80 millions de personnes sont contaminées à l'arsenic. C'est l'arsénicose qui tue très lentement. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique. Alors il s'agissait d'apporter cette eau potable et il s'agissait aussi pour nous d'expérimenter aux côtés de Yunus une nouvelle forme d'apport de l'eau par le social business. Et donc vous connaissez sans doute son système, ce nouveau modèle qui est effectivement no loss, no dividend, c'est-à-dire, c'est le principe du social business, on ne peut pas avoir il faut une rentabilité. Donc c'est un projet qui doit faire du profit, mais tout le profit doit être réinvesti dans l'entreprise. Et on s'est dit, ça nous a emballé. Les porteurs du projet, au départ, c'est un tandem entre le directeur de l'innovation Eric Le Sueur et notre patron en Inde, Patrick Rousseau. Et tout de suite, le DG de l'eau à l'époque, Antoine Frérot, qui est aujourd'hui donc le PDG de Veolia Environnement, était emballé par ce projet. Alors, nous avons donc commencé en 2008. Pourquoi ? Deux raisons principales. La première raison, c'est par rapport aux objectifs du millénaire, apporter donc de l'eau aux populations les plus défavorisées. Dans des villages, Veolia est surtout un opérateur d'eau dans les villes et pour les industriels. Et ça semblait une façon très intéressante d'expérimenter un nouveau modèle. Et puis, plus largement, l'innovation sociale, repenser les modèles économiques et sociaux pour des pays défavorisés, mais également pour nos pays développés. Puisqu'en tant que fournisseurs donc, de services essentiels, nous sommes déjà partout dans le monde et en France, donc partenaires de tout un grand nombre d'ONG et d'acteurs de terrain pour apporter l'eau, pour apporter les services, les déchets, etc. Et donc, nous avons dit, tiens, nous allons regarder ça. Comment on peut faire différemment? Donc nous travaillons par exemple avec des sociétés d'insertion, nous travaillons avec l'ADI sur le financement de l'entrepreneuriat social. Et d'ailleurs, c'est par l'ex-présidente de l'ADI, Maria Novak, qui est une grande amie de Yunus et en quelque sorte la Yunus française, que nous avons rencontré Yunus. Alors, en quoi, donc ça c'est la signature que vous voyez donc de la joint venture, en quoi consiste le projet? Le projet, donc, c'est d'apporter l'eau, c'est une expérimentation, c'est un pilote. Nous avons construit une usine à Goel-Marie, et donc, dans ce problème de pollution par l'arsenic, et nous avons construit une usine. Donc, le plus complexe dans ce projet, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pas le côté technique. Nous avons construit une usine, nous avons construit un réseau d'apport de l'eau, nous avons créé progressivement des bornes-fontaines, nous avons 59 bornes-fontaines aujourd'hui, et donc, au bout de ces bornes-fontaines, les Grameen Ladies, ou comme on les appelle les water dealers, vendent de l'eau. Alors, donc je vous ai dit, il faut que le projet soit rentable, donc il faut que l'eau soit payante. Donc techniquement, donc, il y a les bornes fontaines. Le prix a été fixé avec Yunus à l'équivalent de 0,25 centimes du litre. Donc c'est pour l'eau de boisson. Et il y a les bornes fontaines, elles sont là et elles vendent. Le côté technique n'est pas compliqué. C'est de l'eau, bien évidemment, de qualité OMS totalement potable.
La question sociologique et culturelle est la plus difficile, la plus intéressante. On a eu pas mal de problèmes au début, plus importants que prévu, puisqu'il s'agissait non pas tellement du prix de l'eau, qui est affordable, qui est calé. Ça représente, il y a eu des grosses discussions au bornes Fontaine, en gros, quelques cigarettes au marché. Mais la question était de payer l'eau. Et donc, c'est ce que je vous dis, il y a eu un grand nombre de débats, parce que c'était vraiment un grand changement. Est-ce qu'on peut payer l'eau ? L'eau n'est-elle pas don de Dieu, gratuite, donc ça se mélange avec des considérations religieuses, bien sûr. Et il y a eu des grosses discussions sur moi je veux bien payer pour une eau saine, ou non, en aucun cas, quel que soit, même si le système n'est pas pérenne par la suite, nous ne paierons pas. Et donc, nous avons, en partenariat avec l'ESSEC, essayé de mener une étude. Nous avons mené une étude anthropologique pour comprendre les blocages de la communauté. Et c'était très, très intéressant, ces discussions de villageois, cette compréhension qui sera utile par ailleurs, parce que là, nous avons découvert, grâce à Thérèse Blanchet, que ça allait bien au-delà des questions de prix. C'était même pas du tout une question de prix, c'est une question de marqueur de richesse sociale, le puits. Même bon, le puits, et donc c'est bien le problème du Bangladesh, c'est qu'avec beaucoup de bonne volonté, dans les années 80, on a foré des puits et l'eau est contaminée, les nappes sont contaminées à l'arsenic. Donc le puits est un marqueur de richesse. Et par ailleurs, il y avait une crainte de la stigmatisation, d'apparaître comme malade en achetant une eau saine. Donc ça, c'est donc toute une série d'enseignements sur l'usage de l'eau. La deuxième chose, c'est que nous avons donc revu le business model, puisque les volumes n'étaient pas au rendez-vous. On a dû compléter, pour que ce système soit équilibré, on a dû compléter le dispositif par un deuxième système de vente de jarres d'eau de 20 litres dans la capitale. Ce qui n'était pas prévu, et ça c'est un modèle plus classique, mais cette vente de jarres en ville était nécessaire pour la péréquation, pour l'équilibre du système. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous en sommes au fait que nous continuons, que les ventes se sont multipliées par 6 en 2 ans. Ça, c'est donc la première chose et c'est très important, donc ça prend. Deuxième chose, que le système n'est pas à l'équilibre. Donc, il faut continuer, mais il n'est pas équilibré pour l'instant. Il est d'autant moins équilibré, bon, ça c'est l'avis, que la capitale est bloquée par des manifestants dans cette période préélectorale, que la situation politique au Bangladesh est très tendue. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est que, et c'est probablement le plus important, c'est que nous essayons de mesurer l'impact sanitaire sur les populations. Donc, nous faisons un avant-après en termes d'absorption d'arsenic pour suivre ce phénomène, ce fléau. Et donc, nous voulons, et ça c'est une innovation très importante, et tout ça d'ailleurs, ça fait partie des innovations sud-nord qui rendent le projet aussi particulièrement intéressant, c'est que les indicateurs sociaux et sanitaires fassent partie du management du projet. Et puis, dernier aspect, nous travaillons en partenariat avec l'ESSEC et d'autres. Nous voulons capitaliser sur toutes nos leçons, tous les enseignements de cette expérimentation, toutes les ONG et les acteurs de terrain que nous avons, et les universitaires que nous avons rencontrés lors de cette expérience, pour voir comment valoriser en France et dans les pays développés, comment faire incubateur de ces expérimentations, de ces entrepreneuriats sociaux dans nos métiers, qu'il s'agisse de l'eau, du recyclage, du tri et de l'énergie. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.